autre recherche, c'est une passion qui m'animait depuis un certain temps aussi, qui est le piano. Moi, j'adore cet instrument, mais je ne sais pas en jouer. Donc peut-être qu'il faudrait que je sois touché par la grâce pour savoir en jouer. Et j'ai voulu en parler dans un roman. Et donc j'ai travaillé sur cette question sur l'interprétation pianistique, et la musique baroque, et notamment Bach. J'en reparlerai de Bach, parce que pour moi, Bach, Sioran a dit que Bach était la preuve tangible de l'existence de Dieu. Je suis assez proche de lui, de cette réflexion. Alors, je dirais que le piano, c'est un roman musical. Il y a une bande sonore d'ailleurs à laquelle vous avez accès, puis il y a aussi l'ensemble des compositions qui apparaissent à la fin du roman. C'est un roman qui peut se lire sans écouter la musique, mais qui peut aussi se lire en écoutant la musique avec la bande sonore. Je vais essayer de vous faire un test qui n'a pas très bien marché hier parce que les musiques, j'avais du mal de changer de musique en même temps que je parlais, mais je vais essayer de le faire mieux aujourd'hui. Donc le piano, c'est l'histoire d'un homme, quarantaine d'années, qui s'appelle Simon Broca, qui revient d'un voyage et qui se trouve un dimanche où les trains semblent partis à la messe. Il se trouve un dimanche à la gare Montparnasse. Et à la gare Montparnasse, comme à la gare de Reims ou ailleurs, il y a des pianos maintenant qui sont mis à la disposition des gens qui veulent jouer. Et c'est chouette d'ailleurs comme habitude. Et il s'assoit à ce piano parce qu'il n'y a personne, il ne sait pas jouer. Il aurait honte de se mettre devant un public. Il s'assoit et tout d'un coup, ses mains se mettent à jouer sans qu'il comprenne pourquoi. Il ne sait même pas ce que ses mains jouent. Il va identifier le morceau, il va comprendre que c'est un morceau. Il va écouter ses mains en fait. Au début, il pense que c'est une blague qu'on lui fait, qu'on lui a mis, quelqu'un est en train a mis de la musique et puis il lui fait croire qu'il joue. Et il va vite découvrir il va avoir des contacts avec d'autres musiciens, avec des musiciens, parce que lui n'est pas musicien, que non seulement il joue du piano, mais il joue comme un virtuose du piano. Voilà. Donc, lui qui ne connaît rien à la musique devient virtuose et il va être amené à se produire sur les scènes françaises et allemandes aussi. Et son aventure musicale va évidemment dépasser son entendement et va le conduire vers une transformation radicale des fondements de son existence. Donc ça, c'est une thématique qui me plaît hein. Vous avez vu dans Il est menti. Parce que je pense qu'un roman, si un roman peut nous amener vers une évolution, il aura rempli une partie de son œuvre, on va dire. Peut-être que je peux vous lire les premières lignes du roman. Sa nouvelle vie commença à 44 ans à la gare parisienne de Montparnasse. Il sortait d'un habituel TGV du sud-ouest. À l'étage supérieur de la gare se trouve un piano. On les a vus apparaître à Paris il y a une dizaine d'années, avant qu'ils ne gagnent les halls de province. Il aimait entendre les quelques élus parmi les voyageurs qui pouvaient en jouer. Il regrettait toujours de ne pas en être. À chaque fois qu'il écoutait cet instrument, qu'il assistait à un concert, il s'identifiait à un analphabète à la lecture d'un beau texte. Les personnes qui ne savent pas lire doivent sentir la même impuissance. Pourquoi un tel langage lui était-il inaccessible? Avec une satisfaction teintée de regret, il écoutait, puis s'éloignait des pianos des gares. Ce jour-là, la possibilité de s'asseoir sur le tabouret interdit ne lui apparut plus inconcevable. Comme un voile qui se déchire, il prit sa place. J'arrête là. Je vais vous en dire un peu plus. Je vous disais que le piano est un roman qui peut se lire en écoutant de la musique. Je ne suis pas moi-même musicien, comme je vous l'ai dit, je le regrette. Mais je suis écrivain, donc j'ai voulu, ce que j'ai essayé de faire et ce que je peux faire, c'est de mettre des mots sur la musique. Sur les sensations qu'un amateur de musique a en écoutant une musique qu'il aime. C'est pour ça qu'il y a une bande sonore dans le roman indiquée à la fin du livre, ce que je vous ai montré.
Et ce n'est pas un livre de spécialiste de la musique baroque pour d'autres spécialistes, bien au contraire. Et j'en parlais, c'est aussi un hommage à Jean-Sébastien Bach, qui, pour moi, est quelqu'un vraiment miraculeux, le compositeur des compositeurs. C'est cet homme qui a écrit plus de 1000 œuvres, 1120 œuvres, parmi celles qu'on a retrouvées. Il y a notamment, on sait maintenant qu'il a écrit au moins 5 messes. Bon, il n'y en a que 3 qui sont connues, dont on a les partitions. La messe selon Saint Matthieu, selon Saint Jean et en si mineur. Et il a eu beaucoup d'enfants, Bach, et deux de ses enfants sont occupés de sa succession. Un qui avait une vie, on va dire, dissolue, et qui a vendu ses partitions, notamment de ses messes qui ont été perdues, et l'autre qui est Carl Philipp Emanuel Bach, qui est aussi un grand compositeur, qui a sauvé le reste. Et Bach a été oublié, je ne sais pas si vous le savez, moi j'étais étonné par ça, il a été oublié pendant un siècle et demi. C'est Mendelssohn qui l'a fait connaître et reconnaître. Il était connu de son vivant, mais il avait été oublié. Et Mendelssohn, c'est à Mendelssohn qu'on doit la numérotation des œuvres de Bach. Vous savez, elles s'appellent toutes BWV, et vous allez de 1 à 1120. Elles sont numérotées et classées. Je vous parlerai de Bach après parce que il est présent aussi de façon récurrente dans ce roman. Je vais vous proposer l'exercice d'équilibriste dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de vous lire un extrait qui ne sera pas trop long, je vous rassure, accompagné par la musique qui correspond. C'est le moment où Simon Broca il a découvert qu'il jouait de la musique plus que bien. Vous imaginez, vous êtes tout d'un coup saisi par ce don inimaginable. Au début, quand il joue, il ne sait pas ce qu'il joue. Il le découvre en l'identifiant, ou d'autres l'identifient pour lui, comme si ce n'était pas lui qui jouait en fait. Il va être en mesure de lire des partitions, n'importe quelle partition, alors qu'il n'a jamais, il a étudié le solfège quand il était enfant, mais il s'en souvient absolument pas. Et quand vous êtes saisi comme ça par ce don extraordinaire, à un moment donné, vous êtes face à vous-même, et c'est ce qui se passe dans ce passage. Il décide de s'autoriser un concert, il va se jouer pour lui-même. Il achète un piano droit au départ, après il achète un piano demi-queue, et il installe son premier piano dans sa chambre, qui donne sur son jardin, et il a décidé de se faire un concert consacré uniquement à Bach. Donc, je vais vous lire des extraits. Alors, je vais vérifier si ça marche déjà. Non. Alors, vous aimez Bach? Oui. Oui. Des nuages avaient rafraîchi le soleil qui inondait la pièce à son réveil et jouait à cache-cache avec le piano. Il posa une boisson mentholée gazeuse sur le haut de l'instrument et adressa ses doigts désormais confiants à la nacre des touches. Il n'aurait pas hésité pour l'entrée en concert. Il entama les notes de la partition du prélude et fugue en mi mineur BWV 855 du clavier bien tempéré. Son regard s'en éloigna bientôt, sans qu'il s'en rendît compte, pour plonger dans le va-et-vient de la mélodie, que ses doigts jouaient, comme s'il l'avait toujours connue. Ils débutèrent lentement, ainsi que la composition le demandait, revinrent sur eux-mêmes, partirent en ligne droite, firent battre le contrepoint d'une main à l'autre, dont le morceau ne se départirait plus, un rythme de fond qui lui offre son ossature et sa confiance pour exprimer sa liberté. Les notes s'accélèrent ensuite, comme pour chuter, mais demeurent toujours debout, vives, parfaites.
Il joua, encore et encore, les 2 minutes de cette offrande que Bach a faite à la plénitude sans présager de sa postérité. Il enchaîna le prélude et la fugue dans un mouvement dont il ne sut la proximité de l'achèvement que parvenu au point culminant de sa vitesse et de son volume. Les notes frappaient les parois de sa chambre, semblaient sur le point de s'y encastrer. Le bois du sol faisait écho au piano retentissant. Un vaste espace sembla un instant devoir tout entier accueillir la mélodie, au fur et à mesure que le pianiste en diminua le volume et en ralentit l'exécution. Il rétrécit pour ne plus constituer que les abords de la propriété, puis le jardin, avant d'entrer dans la maison pour rejoindre finalement Simon à l'étage. La matinée avait soif d'amplitude, d'une fraîcheur qui continuait à s'opposer à la lumière dans une composition revigorante qui ressemblait à la menthe gazeuse qu'il vida à demi en une contorsion avant qu'elle ne devienne le prélude et fugue en do mineur BWV 847. Les notes pétillèrent comme renvoyées d'un bord l'autre d'un facétieux réceptacle. Au centre du tourbillon, le calme revint pour une allègre promenade cadencée qui porta l'interprète vers la pleine assurance du prélude et fugue en do majeur BWV 846. Dont chaque note semblait détachée de la précédente tout en étant l'exacte évidence de sa succession. Il joua les pièces du clavier bien tempérées sans compte de leur progression numéraire et avec des coups d'accélérateur qui faisaient fi des limitations de vitesse dans la mesure ou dans l'absence de mesure de son ignorance. Il avait programmé pour la suite de la matinée la toccata et fugue en ré mineur BWV 565. Il l'a reconnu à l'exécution comme un morceau de choix du répertoire des orgues d'église et se rappela qu'il l'avait joué chez Thévenet Musique. Il n'aimait pas beaucoup la puissance assourdissante de ces gigantesques pianos, comme lui déplaisait la sonorité du clavecin, stridente de centaines de petites billes heurtant la paroi d'une casserole. Il n'ignorait pas que Bach avait composé pour ces deux instruments et que le piano n'existait pas à son époque. Nombre de ces pièces paraissent pourtant avoir été écrites pour la postérité du piano. Le passage sur terre de Jean-Sébastien Bach et même sa chronologie ne pouvaient être assimilés à celle d'un simple homme. L'homme qui tutoyait Dieu, avait-il lu et apprécié quelque part. Son esprit quitta ensuite la pièce et emprunta le chemin que le fond de son jardin contemplait. L'invention numéro 15 en si mineur, BWV 786, portait ses pas, tandis que ses doigts continuaient inlassablement de parcourir le clavier. Il ne savait pas où sa tête était restée. Rien d'anormal, parce qu'elle ait choisi de suivre ses pas et laisser ses mains à leur vie propre. Revenu à lui, il voulut s'éveiller totalement avec l'allegro BWV 971 en fa majeur du concerto italien. Je vais laisser la musique en fond, si vous êtes d'accord. Bon, j'ai beaucoup été porté en fait par ces musiques pour écrire ce roman. C'était pour moi une belle aventure, comme les autres romans d'ailleurs, parce que c'est une façon pour moi de rentrer dans cette musique et de voir l'effet qu'elle peut produire à l'écoute. Et je voudrais juste, pour terminer cette petite présentation, vous dire un peu plus pourquoi il me semble que Jean-Sébastien Bach occupe une place toute particulière. Il a, pour moi, et pas que pour moi, je ne suis pas un spécialiste, et beaucoup de spécialistes le disent, Bach est absolument moderne. C'est pour ça qu'il est aussi mentionné, aussi joué. Une preuve,
moi j'en citerai deux. La première, et je vais vous faire écouter un morceau qui correspond. Vous savez sans doute que Bach, vous madame, vous savez parce que vous avez été pianiste, vous jouiez du piano. Et vous, Céline aussi, vous faites un peu de piano, non? Jean-Sébastien Bach a été beaucoup utilisé par des musiciens de jazz. Il y a peu de musique classique qui se prêtent autant à des réinterprétations. Je vais vous faire écouter un extrait d'un morceau qui a été adapté par un Ukrainien d'actualité qui s'appelle Dimitri Naiditch, qui est un excellent pianiste, qui a une formation classique et qui joue du piano. C'est issu aussi, vous savez, du clavier bien tempéré, que vous avez écouté les compositions dans ce que je vous ai lu. Et c'est le numéro BWV 847. Là, je l'ai écouté des centaines de fois. T'as dû l'entendre. Ça va, j'aime bien. Et moi, je pourrais passer ma journée à écouter de la musique, donc mais je ne vais pas vous la diffuser toute la journée. Vous avez d'autres choses à faire, bien évidemment. Et je voudrais vous faire écouter aussi le BWV 543, interprété par un pianiste qui s'appelle Lise de la Salle. Parce que quand j'ai écouté ce morceau, je ne sais pas si vous avez cette même impression, mais je me suis dit, mais ça va au-delà de la musique baroque. On dirait de la musique plus proche de nous et intemporelle. Tu es d'accord avec ça? Et vous savez, les 30 dernières années de la vie de Bach, qui est mort en 1750 à 65 ans, il les a passées à Leipzig, qui est une ville qui était en Allemagne de l'Est à un moment donné, et qui est redevenue maintenant donc, une ville d'Allemagne. Il était cantor dans cette ville. Le cantor, en fait, était le premier musicien de la ville, avait la charge de l'église de la ville, donc l'église Saint-Thomas. Pendant qu'il composait des morceaux comme celui-là, puisqu'il en a écrit 1120 à la lueur de la bougie, évidemment, à l'époque du XVIIIe siècle, et à la plume d'oie. Il n'avait pas d'ordinateur pour le faire, il n'avait pas de stylo. Il avait l'obligation de composer une cantate toutes les semaines, ces cantates qui sont restées célèbres, maintenant qui sont jouées dans le monde entier, et qu'il devait diriger à l'église le dimanche suivant. Et il jouait de l'orgue parallèlement. Et il réparait les orgues, quand les orgues fonctionnaient mal. Enfin, je trouve que c'est... comment un homme seul a pu faire ça? Ça me paraît extraordinaire. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis ou des commentaires, je suis à votre disposition, bien sûr. Alors là, Merci en tout cas.